Eh bien, bonjour, vous êtes de retour sur le plateau de Parlons-en. Aujourd'hui, je suis en présence de M. Denon Kassoum. Alors, M. Denon Kassoum, pour ceux qui le connaissent, est PDG de l'Office du Niger, mais nous allons ensemble découvrir ses fonctions, ses visions sur le monde d'aujourd'hui. M. Kassoum Denon, bonjour. Bonjour, Elisa. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Oui, moi je vais bien. Très bien. On a pris le temps de discuter en aparté. Et je crois qu'aujourd'hui, il est de force et de rigueur de concevoir le développement autrement. Alors justement, à ce propos-là, vous avez été pressenti par le président de la République, vous avez été choisi pour assumer la fonction de PDG de l'Office du Niger. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, et merci Elisa. Mais avant d'arriver à ce propos, je tiens à dire d'abord que je suis à Paris dans le cadre du CIMA, la conférence internationale des managers africains, et qui nous a choisi comme leader africain pour la bonne gouvernance. Donc c'est le lieu de remercier les organisateurs de cette conférence. Et pour en revenir à la question précise, effectivement j'ai été choisi par le président de la République. Par ATT, par le président de la République du Mali, parce que certainement il avait ses raisons. Mais quand j'ai été choisi, je me suis interrogé. Mais au finish, je me dis, bon voilà, je suis dans le secteur de développement rural il y a plus de 30 ans, et j'ai un parcours qui m'a conduit à plusieurs sociétés comme l'Office du Niger, notamment la Compagnie malienne de développement de textile, la CMDT, l'Office Risegou, qui est aussi un organisme de développement rural. Bon, au niveau de toutes ces structures, j'ai dû certainement laisser des résultats qui ont été appréciés par mes supérieurs. Donc, quand on m'a proposé, je l'ai accepté parce que je pense que c'est un devoir républicain, c'est un devoir pour moi que de contribuer au développement de mon pays. Alors l'Office du Niger a un rôle phare dans le développement du pays et de la sous-région. Absolument, absolument. Parce que quand j'ai été choisi, j'ai eu un peu d'angoisse parce que je me dis, l'Office du Niger est un enjeu extrêmement stratégique pour le Mali et pour surtout la sous-région. Donc parce que si vous le savez bien, l'Office du Niger, le Mali l'a hérité de la colonisation. Une entreprise agro-industrielle qui a été créée le 5 janvier 1932. Et l'objectif de cette entreprise, c'était en fait de pouvoir satisfaire les besoins des industries françaises, et aussi essayer de prévoir une sécurité alimentaire au niveau de la sous-région ouest africaine, notamment le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Bref, tout ceci était un grand objectif que l'État français, dans les années 30, s'était fixé pour réaliser ce grand aménagement de 1 200 000 hectares à travers un grand barrage qui a été construit à cet effet. Donc je dis, bon, c'est vrai, c'est pour le Mali, mais c'est pour toute la sous-région. Donc l'Afrique a de la chance de vous avoir parce que vous prenez en compte les ressources humaines. Pour vous, c'est très important de valoriser aussi le patrimoine humain. Tout à fait. Autour des projets de développement. Absolument. Tout à fait. Et l'Office du Niger, comme je dis dans sa conception, devrait pouvoir utiliser 300 000 exploitants agricoles venant des différents pays africains. Donc, ceci était extrêmement important. Ça donne la particularité de l'Office du Niger comme un outil de développement stratégique pour la sous-région en termes de sécurité alimentaire. Donc, les ressources humaines, à mon avis, essentielles dans ce système de développement intégré que l'Office du Niger doit se donner pour essayer d'aller vers le tournant de nouveaux cinquantenaires pour les pays africains. Alors on peut dire que le Mali donne vraiment le pilote, le point de départ par rapport à cette notion-là de valoriser vraiment la personne humaine. Tout à fait. Quel que soit son niveau aussi de technicité. Absolument. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Parce que l'Office du Niger est ouvert. Depuis 1994, il y a eu une restructuration qui a été financée par l'ensemble des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la Banque mondiale et de FMI qui a recommandé à l'État malien d'ouvrir l'Office du Niger à tous les autres acteurs de développement, aussi étrangers que nationaux. Donc dans ce cadre, toutes les ressources humaines, toutes les ressources économiques
en termes d'investissement, sont les bienvenus à l'OFII du Niger. Alors justement, vous dites 1994, mais les téléspectateurs qui nous regardent, on est en 2010, bientôt en 2011, l'Afrique bouge, il y a encore des carences, il y a des lacunes, les gens ont espoir, pensent que les dirigeants, les opérateurs économiques, les dirigeants comme vous peuvent faire en sorte à ce qu'on avance, qu'on résorbe les problèmes de l'Afrique parce qu'il faut manger, il faut vivre, il faut se rehausser. Alors vous, concrètement, nous sommes en 2011, l'Office du Niger génère quand même un flux depuis que vous avez pris les commandes, hein, on est d'accord. Mais expliquez-moi par exemple justement pourquoi nos générations actuelles ont tendance à se tourner vers l'extérieur comme modèle économique alors qu'on pourrait très bien réadapter les modèles en fonction de la configuration en Afrique, des us, des coutumes, des habitudes. Pourquoi, à votre avis, il y a quand même un phénomène de migration systématique vers l'Occident comme étant un synonyme de réussite, alors que doit-on conceptualiser à nouveau le développement en Afrique par rapport à la conjoncture actuelle? Oui, mais je commence par la dernière question. Si nous devrons, moi, je trouve, conceptualiser le développement pour l'Afrique, je dis que c'est une erreur. L'Afrique, il ne faut pas en faire un modèle, mais il faut cadrer aux réalités de l'Afrique. Vous dites l'Afrique, il ne faut pas en faire un modèle ou l'Occident? Parce que j'essaye de comprendre. C'est bien l'Afrique dont vous parlez. Tout à fait. Il ne faut pas en faire un modèle. Voilà, je ne voudrais pas qu'un modèle nous vienne d'ailleurs pour conceptualiser le développement pour l'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Parce que je dis, l'Afrique a ses valeurs, l'Afrique a ses traditions, l'Afrique a ses habitudes. Et les besoins vitaux de l'Afrique doivent être traduits, à mon avis, à des projets de développement créateurs de richesses et d'emplois pour les Africains eux-mêmes et pas les Africains eux-mêmes. Donc je disais que l'OFII du Niger aujourd'hui est un enjeu extrêmement stratégique pour l'Afrique. Et la jeunesse d'aujourd'hui, qui a tendance à trouver de l'Eldorado ailleurs, je vous dis 960 000 hectares aménageables sur lesquels nous pouvons tout faire. Il y a de l'eau, on peut produire, on peut faire de l'agro-industrie, on peut transformer, on peut valoriser. Moi je pense que c'est extrêmement important que ça, c'est un Eldorado pour moi. Mais le problème aujourd'hui, je remercie sincèrement Canal 3 Monde pour avoir donné l'occasion, m'offrir l'occasion de pouvoir expliquer, d'expliquer à l'opinion internationale ce que c'est que l'OFII du Niger, ses potentialités, ses opportunités d'investissement. C'est pour faire croire aux pays africains, c'est pour faire croire à la jeunesse africaine qu'il y a quelque chose en Afrique que nous pouvons valoriser, qui peut créer la richesse, qui peut éviter d'aller chercher ailleurs autre chose, de ne pas se faire des chimères. Aujourd'hui, l'OFII du Niger est à mesure de produire plus d'1 million de tonnes de riz marchand. L'OFII du Niger est à mesure de produire toutes les qualités de production agricoles, tant sur le plan maraîcher que sur le plan agriculture fruitière. L'OFII du Niger, c'est des sucreries aussi, des usines de sucreries. L'OFII du Niger, c'est des usines de transformation du riz. Les usines, mais on peut tout faire. Alors nous sommes au Mali, il y a un palliatif réel pour tous les pays limitrophes, hein, puisque vous êtes enclavier. Et je pense que donc ce que vous faites aura forcément une résonance sud-sud. Hein. Tout à fait. Donc il faut encourager. Cela dit, doit-on, dans une logique de conception de développement, hein, donc là on parle notamment d'agro-développement, dans le respect bien sûr de la biodiversité, parce que je crois que ça vous tient à cœur, doit-on vraiment prendre en compte et interpeller, je crois, tous les États et les populations sur le fait que nous pouvons conceptualiser le développement, mais il faut tenir compte aussi des traditions. Des réalités. Hein, et des réalités de terrain. Absolument. Pour formater, je dirais, le développement africain. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Parce que c'est un manque à gagner de vouloir systématiquement copier ou reproduire des modèles qui ne sont pas en corrélation avec les habitudes des Africains. Absolument. Hein, je crois que vous en avez l'expérience sur le terrain. Absolument. Hein. Je dis, et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il faut maintenant laisser l'Afrique concevoir son modèle. Il ne faut pas se leurrer, il faut concevoir des modèles partant des besoins réels des pays africains. Mais quand vous prenez la sous-région ouest africaine, dans certains pays, il y a des problèmes d'électricité, dans d'autres, il y a des problèmes de sécurité alimentaire, dans d'autres, il y a des problèmes de route. Bon, tout ça, c'est des besoins vitaux des populations. Moi, je dis aujourd'hui, il faut mettre en place un chemin cohérent d'intégration sous-régionale africaine
Plus de concertation. Plus de concertation pour que les avantages comparatifs d'un pays soient mis à la disposition de l'autre pays dont les besoins sont à ce niveau-là. Qu'il ne faut pas conceptualiser une approche linéaire pour l'ensemble de ces pays. Les besoins ne sont pas les mêmes. Les économies n'ont pas les mêmes assises. Donc pour moi, il est bien de faire un modèle qui prend en compte une vision globale d'intégration et de développement de la sous-région. Je prends l'exemple pour la sécurité alimentaire aujourd'hui, qui constitue une donnée fondamentale pour nos pays africains. Et en 2007-2008, il y a eu des émeutes de la faim. Vous avez vu que dans certains pays africains, il y a eu des marches, les gens cherchaient seulement à manger. Voilà, le fait du Niger à côté. Alors que nous avions d'ailleurs le taux de croissance un des plus élevés au monde. Tout à fait, voilà. Ce qui est complètement tout à fait, voilà. Oui. Donc, ça veut dire que quelque chose doit être encore revu dans le système économique des pays africains. Alors justement, à ce propos, le système économique, parce que vous intégrez la notion de se nourrir. Hein, donc, tout à fait. On va parler de la femme, si vous voulez bien. Tout à fait. Hein, parce que je sais que vous avez là-dessus un point de vue très affirmé. La femme étant l'épicentre familial, elle a naturellement induit le système de gestion. Le microsystème de gestion familiale pour nourrir, pour pallier aux besoins du quotidien. Doit-on justement à ce propos-là l'intégrer plus dans les décisions stratégiques pour penser, pour visionner le futur par rapport au développement? Oui, Elisa, je dirais oui, mais moi je trouve qu'il faut libérer la femme. Il faut libérer la femme. Alors chacun sa place, parce qu'un pantalon se porte mieux sur un homme quand même. Absolument, tout à fait. Alors quand vous dites libérer, vous voulez dire quoi? Parce je que veux dire qu'il faut qu'elle participe à la prise de décision. D'accord. Qu'elle participe à la prise de décision, qu'elle soit elle-même. Et elle est de fait l'épicentre du foyer. Mais en fait, elle a un cadre référentiel. Ce cadre référentiel, c'est toujours l'homme. Donc il faudrait que cette barrière soit brisée. Aujourd'hui, quand vous allez en milieu rural, les femmes font de belles choses. Mais il faut toujours se référer au mari, il faut toujours se référer à l'homme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devrons aller sur la base d'expression des besoins réels. Il ne faut pas faire un modèle pour venir dire à la femme, voilà, que c'est comme ça que nous allons faire. Mais plutôt que de demander à la femme qu'est-ce qui peut la permettre de se promouvoir, de s'auto-gérer. Et sur la base de ça, on fait un modèle de développement pour la permettre d'être libérée. Vous savez, dans toutes les organisations féminines que nous avons, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, mais ces initiatives sont freinées parce qu'à un moment donné, il faut mieux décider, oui, il faut s'ouvrir, il faut aller à d'autres partenaires. La femme africaine, à ce niveau, elle est quelque peu renfermée. Donc, vous pouviez justement, en bref, je dirais un bref descriptif, me rappeler un peu ce dont vous aviez parlé sur l'évolution de votre société. Tout à fait, oui. Lorsque vous avez décidé de positionner des femmes. Tout à fait, oui. Mais très brièvement, parce qu'on va finir l'émission, on vous réinvitera avec plaisir. Donc, tout mais à je fait. crois que c'est déterminant aussi pour avancer ensemble. Tout à fait. Moi, je dis, j'ai des groupements de femmes qui sont dans des villages les plus reculés, qui j'ai trouvé qu'ils ont une amélioration d'organisation et qui produisent toutes les cultures maraîchères et ils ont un certain revenu. Mais le problème qui se pose, ils m'ont dit, mais écoutez, nous avons besoin de centres d'alphabétisation. Nous voulons nous instruire. Nous avons besoin de centres de développement. Mais ceux qui disposent, ça ne les permet pas d'aller vers cet objectif-là. Mais en ce moment, il faut amener l'appui nécessaire pour concrétiser cette initiative. C'est en cela que la femme peut s'épanouir. Donc moi je dis, ça c'est un cas, un exemple réussi à l'office du Niger, où nous voudrons en faire un modèle pour essayer d'étendre au niveau des autres villages pour que la femme puisse être libérée. Alors écoutez, le message en tout cas est perçu. Pour vous, la femme est une valeur ajoutée autant que l'homme. D'ailleurs, on est complémentaires. Oui. Moi, ce que je propose aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est qu'on se retrouve aussi au Mali pour en parler sur le terrain au sein de votre entreprise, parce que je crois que vous avez carrément développé un chiffre d'affaires hors norme en intégrant les femmes dans la stratégie. Absolument. Vraiment, on laisse une petite parenthèse là-dessus. On va se retrouver, on va vous suivre avec Canal 3 Monde. On est très très heureux d'avoir pris le temps de cet échange-là. Et puis, affaire à suivre. Vous aussi, affaire à suivre. Vous étiez donc avec Kassoum Denon, l'Office du Niger. Parlons-en, parlez-en. On se retrouve très très bientôt, monsieur Denon. Merci Elisa. À très très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Restez à l'écoute, surtout pour la suite des émissions. Merci bien. À très bientôt.